Ah. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, je vais démarrer. Donc, effectivement, comme vous le disiez, Patricia, je suis venue vous présenter les effets du confinement sur les membres de l'entourage de personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Je suis coordonnatrice clinique à l'ACPAM, qui est l'Association québécoise des parents et amis de personnes présentant un trouble de santé mentale. L'ACPAM n'intervient pas directement avec les personnes qui ont un trouble de santé mentale, mais avec les membres de l'entourage, autrement dit la famille, les parents, les enfants, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, mais également les amis. Donc toutes les personnes qui font partie de l'entourage de personnes qui ont un trouble de santé mentale et qui ressentent le besoin d'avoir du soutien du fait de leur rôle en tant que proche aidant. Nos missions vont être d'intervenir pour favoriser le bien-être des proches aidants, dans le sens où les proches aidants, en tant que personne proche d'une personne qui a un trouble de santé mentale, peut vivre les choses de manière douloureuse au quotidien, de par les tâches, mais aussi de par l'aspect émotionnel que cela implique d'être proche aidant. Donc, on va travailler à ce que, en les accompagnant, à ce que le bien-être puisse fasse partie des aspects importants de leur vie, avec l'idée de pouvoir avoir aussi un impact sur la relation avec leurs proches. S'ils se sentent mieux, il y aura forcément un impact positif dans la relation avec leurs proches. L'idée de l'ACPAM, c'est également de briser l'isolement et puis de lutter contre les préjugés. On va avoir différents types de services, notamment du suivi individuel, familial ou de couple. On intervient aussi dans des situations de groupe, avec des groupes de soutien, des ateliers thématiques, des ateliers psychoéducatifs auprès des proches aidants. On propose également des conférences. On a récemment mis en ligne une formation en ligne pour identifier les processus ou les dynamiques d'intimidation entre un aidant et un aidé, que ce soit dans un sens ou dans un autre, et aussi pour accompagner les professionnels à pouvoir identifier ce genre de situation afin de les aider à repenser un petit peu la dynamique en accompagnant les clients qu'ils peuvent avoir. On a également une père aidante famille qui intervient à l'hôpital Notre-Dame auprès des proches aidants. Au niveau des enjeux cliniques des proches aidants, donc je vais juste vous donner la définition que l'on retient en fait de la proche aidance qui a été énoncée par le regroupement des aidants naturels du Québec. Donc les proches aidants, ce sont des personnes qui assurent volontairement des soins et des services sans rémunération à une personne de leur entourage ayant un ou des incapacités temporaires ou permanentes, telles que des accidents, un handicap, une maladie, un vieillissement, et pour laquelle elles ont un lien affectif. Ce que l'on observe, c'est que les proches aidants ont des difficultés à pouvoir s'identifier en tant qu'aidants. Pour eux, il est tout à fait naturel de pouvoir accompagner leurs proches. Il est de leur devoir même de le faire quand leurs proches rencontrent des difficultés, particulièrement des troubles de santé mentale à l'ACPAM. Et comme il leur est difficile pour eux de s'identifier comme aidants, il leur est difficile d'aller demander du soutien. Dans le cadre de l'accompagnement que l'on peut proposer et puis dans le cadre du confinement actuel lié à la pandémie, moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'au tout début du confinement, ce que l'on a observé, c'est qu'il y avait très peu de nouvelles demandes de suivi. On a continué à accompagner les personnes qui avaient un suivi en cours à travers des suivis par téléphone ou en vidéoconférence, mais il y a eu très peu de nouvelles demandes. On a émis l'hypothèse, plusieurs hypothèses. On a pensé qu'il y a eu une forme de sidération liée à cette situation complètement inédite liée à la pandémie. C'est eu cette impression que c'était une situation qui n'allait pas durer. Et probablement que les personnes, de manière générale, ont eu besoin de pouvoir s'organiser face à cette situation. Donc la préoccupation était plus de savoir comment est-ce qu'on s'organise, qu'est-ce que l'on doit faire, plus que de savoir comment est-ce que je vis cette situation, comment est-ce que je vais.
en tant que proche aidant. Très rapidement, enfin quelques semaines en tout cas, après le début du confinement, on a observé une augmentation des demandes de suivi qui s'observe toujours aujourd'hui, malgré le déconfinement. On a fait plusieurs hypothèses, évidemment. La situation a généré une augmentation des facteurs de risque. C'est-à-dire que l'ensemble de la population s'est retrouvée dans une situation d'incertitude. Beaucoup de stress lié à la santé, sa propre santé, mais aussi celle des personnes de son entourage. Un stress lié à un deuil potentiel, une peur de perdre quelqu'un de son entourage. Il y a aussi une incertitude parce qu'il y avait une grosse difficulté d'accès aux soins, qui reste aujourd'hui présente. Donc, suspension de l'ensemble des soins, suspension des groupes de soutien qui pouvaient être aidants aussi bien pour les proches aidants, mais aussi pour les personnes qui ont un trouble de santé mentale. Il y a aussi des situations annexes telles que la perte d'emploi, des conflits intrafamiliaux, des choses qui ont rendu la situation beaucoup plus vulnérable. Il y a eu l'isolement également, la perte de repères, des modifications des modalités de soutien, une routine ébranlée qui ont généré chez l'ensemble de la population une grande fragilité qui s'est aussi observée chez les personnes qui ont un trouble de santé mentale et évidemment ça a impacté les proches aidants. Donc pour revenir un petit peu sur les effets du confinement, on a observé qu'il y avait des réalités qui étaient différentes pour les proches aidants selon la situation dans laquelle ils sont. Autrement dit, il y a les personnes qui vivent ensemble, qui ont vécu ensemble le confinement, il y a les personnes qui n'ont pas vécu ensemble le confinement, qui étaient dans des logements séparés. Donc ce sont deux situations bien différentes qui ont suscité des réactions et des réalités différentes pour les proches aidants. Donc, je vais commencer par vous parler des effets du confinement dans le cadre de la cohabitation. La cohabitation est en soi un facteur de risque pour les proches aidants, puisque ça vient fragiliser la relation. Quand on est proche aidant et que l'on vit avec la personne qui a un trouble de santé mentale, ça vient augmenter le fardeau objectif. Autrement dit, toutes les tâches à accomplir en lien avec le rôle de proche aidant. Il y a également le fardeau subjectif qui est toutes les réactions émotionnelles en lien avec le rôle, liées à l'impuissance face à la souffrance du proche qui a un trouble de santé mentale, l'impuissance face à la peine ressentie, une perte de pouvoir, une difficulté à pouvoir gérer aussi la situation, à ne pas pouvoir accompagner, soutenir ou trouver des solutions pour son proche qui a un trouble de santé mentale. Pour revenir un peu sur les effets du confinement, on a pu observer des effets positifs quand des personnes vivent ensemble 24 heures sur 24, dans le sens où pour certaines personnes, il peut être assez rassurant finalement d'être chez soi, d'être en contrôle de la situation, d'être dans une routine. Pensons par exemple aux personnes qui ont des troubles anxieux ou qui ont des phobies sociales. Finalement, de se retrouver chez soi peut être extrêmement rassurant. Et donc, être confiné, quand il y a l'aidant et l'aidé qui sont confinés ensemble dans le même espace, il y a eu une forme d'apaisement, quelque chose qui a permis une forme de redécouverte de l'une et de l'autre des personnes et qui a favorisé en fait la relation. Donc ça, c'est plutôt les effets positifs du confinement. Il y a également eu des effets négatifs, notamment pour les situations qui ont été complexes à gérer. Je parle au passé, mais la situation perdure, même si le déconfinement est aujourd'hui actuel. Mais quand je parle de perte de contrôle, c'est dans les situations où la personne qui a un trouble de santé mentale présente des comportements perturbateurs ou agressifs, quand il y a une instabilité de l'humeur, quand il y a des manifestations dépressives ou des comportements impulsifs qui entraînent une difficulté pour le proche aidant à gérer la situation, à pouvoir gérer les crises, ce qui entraîne une détérioration de la relation entre le proche aidant et l'aidé. Ce qui entraîne
un épuisement important de la part du proche aidant. Et ça suscite énormément d'insécurité, insécurité psychologique, dans le sens où les proches aidants ne savent plus comment gérer la situation. Une insécurité psychologique aussi parce que ce que l'on a pu observer, c'est qu'à partir du moment où on vit ensemble, on cohabite, les proches aidants peuvent moins faire appel aux services de soutien parce qu'ils n'ont pas de liberté de pouvoir s'exprimer étant dans le même espace, dans le même logement. Donc, difficulté à pouvoir dire certaines choses et à pouvoir parler de leurs proches en l'occurrence. Donc, ça a créé une insécurité psychologique importante, mais également une insécurité physique parce que certains proches aidants nous ont rapporté que leurs proches, qui ont un trouble de santé mentale, ne respectaient pas les mesures de sécurité, entraînant une mise en danger et un stress lié à la santé d'attraper la Covid, aussi bien pour eux que pour leurs proches. Ce à quoi il faut être extrêmement vigilant dans ces situations, c'est l'isolement, le fait que les proches aidants puissent se retrouver dans une situation d'isolement, que les proches aidants puissent ressentir, penser, avoir des idées suicidaires, qu'il y ait des dynamiques de pouvoir qui s'installent entre les aidants et les aidés, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc, il faut être extrêmement vigilant au risque de maltraitance dans ces situations de cohabitation ensemble dans les périodes de confinement. D'autant plus que dans ces périodes de confinement, il n'y a absolument pas eu de répit possible, que ce soit auprès d'organismes ou auprès de tierces personnes, membres de l'entourage. Je vais vous parler maintenant des effets du confinement quand les personnes n'habitent pas dans le même logement. On a pu observer des effets positifs et également des effets négatifs au fait d'avoir un confinement en étant séparés. En ce qui concerne les effets positifs, on a pu noter que le fait que les limites, les proches aidants, très souvent, ce sur quoi on travaille en tant qu'intervenant à l'ACPAM ou en tant qu'intervenant auprès de proches aidants, c'est de travailler sur le fait d'identifier ce que sont leurs limites, c'est-à-dire ce qui est acceptable de ce qui n'est pas acceptable pour eux. Et donc, c'est important pour eux de travailler sur ce qu'ils veulent poser comme limite, ce qu'ils doivent poser, ce qu'ils peuvent faire aussi, parce qu'il y a différentes étapes de cheminement par rapport au fait de pouvoir poser des limites. Le fait que dans le cadre d'un confinement, les limites soient imposées par le gouvernement entraîne une décharge de responsabilité de la part du proche aidant, c'est-à-dire qu'il n'est plus responsable du fait de pouvoir imposer des limites, c'est le gouvernement qui les impose. Donc ça vient faciliter le fait de pouvoir poser des limites, et puis ça entraîne aussi une charge de travail beaucoup moins importante, donc le fardeau objectif est beaucoup moins lourd. Et en ce qui concerne le fardeau subjectif, il a quand même pu être présent, puisqu'il y a une forme d'ambivalence qui se met en place dans ces situations, puisque les personnes, malgré tout, restent très anxieuses par rapport à la situation. Mais il y a une charge beaucoup moins importante. Et ce qu'on a pu observer aussi dans les situations qu'on a accompagnées à l'ACPAM pendant cette période de confinement, pour lesquelles il y a eu un effet positif en étant séparés, c'est que ça a eu aussi un impact sur les personnes qui ont un trouble de santé mentale, parce que finalement, elles ont dû se prendre en main et ne pas faire appel à leurs proches pour pouvoir faire face à certaines situations. À l'inverse, il y a eu des effets négatifs du confinement en étant séparés. Parce que, évidemment, en étant séparés, il y a eu une absence de contact, donc une perte de contrôle. Cette absence de contact, elle a été physique, mais elle a pu être aussi dans certaines situations totales, c'est-à-dire, je pense particulièrement au CHSLD, où les personnes ne pouvaient plus avoir de contact avec les membres, les proches, ce qui a entraîné énormément d'anxiété, de culpabilité et de détresse, avec de l'incertitude face à comment va la personne de leur entourage qui est en CHSLD, mais je pense aussi aux personnes itinérantes qui finalement m'a été sans contrôle de la situation
Donc avec une perte de ne pas pouvoir revoir la personne. Donc ça génère énormément de détresse et d'anxiété, voire de l'angoisse pour les proches aidants. Ce qui a pu être observé aussi, c'est une importante culpabilité. Culpabilité dans le sens où les personnes finalement se retrouvent à vivre chez elles avec la culpabilité de j'aurais dû prendre en charge chez moi la personne qui est en CHSLD, ou moi je suis bien chez moi, je prends des loisirs, je prends du plaisir, et la personne qui est en CHSLD ou dans d'autres situations où il y a eu absence de contact peut être vraiment pas bien, donc une forte culpabilité. Et puis, ce à quoi il faut être aussi extrêmement vigilant en tant que professionnel, c'est vraiment aux signes d'épuisement et de dépression que l'on peut observer chez les proches aidants. Ce que l'on a pu identifier en termes de besoins des proches aidants pendant cette période de confinement, qui sont évidemment des besoins que l'on observe de manière générale pour les proches aidants, mais qui a été, je dirais, intensifié, ou en tout cas d'une manière un peu différente, puisqu'on n'a pas utilisé les mêmes outils de soutien, puisqu'on était en vidéoconférence, et on l'est d'ailleurs toujours, ou par téléphone. C'est vraiment ce besoin d'être écouté et d'être soutenu et légitimé dans ce que les proches aidants vivent au quotidien, dans leurs ressentis, dans leurs émotions, que ce soit aussi bien de la colère, de la tristesse, du soulagement, de la peine, une anxiété, une inquiétude, un certain nombre d'émotions en tout cas qui ont pu être vécues de manière plus ou moins forte à certains moments. Et ça a besoin en tout cas d'être exprimé et d'être légitimé par des professionnels. Donc, ce qui a été important aussi, c'était de pouvoir, particulièrement pour les personnes qui ont été confinées ensemble, d'identifier ce qui était acceptable ou non pour eux, afin de pouvoir poser leurs limites et de pouvoir finalement se protéger. On part du principe que une proche aidante, à partir du moment où elle se protège, évidemment, il faut que ça ait du sens pour elle, mais que ça ait aussi du sens pour la personne qui a un trouble de santé mentale, plus elle sera résiliente, plus elle sera en bonne santé, et plus elle sera à l'aise aussi dans son rôle de proche aidante, et ça pourra avoir un impact positif sur la relation et sur le rétablissement de la personne qui a un trouble de santé mentale. Notre idée a aussi été, et dans les besoins qu'on a pu identifier, c'était de briser l'isolement, de permettre aux proches aidants de ne pas être seuls dans cette situation de confinement et finalement de situation complètement inédite qui est une période qui a duré quand même 3 mois avec une évolution. Et je pense qu'il faut qu'on reste aujourd'hui extrêmement vigilant, puisque comme on peut l'entendre dans les médias et puis ce qu'on peut observer aussi auprès des différents organismes qui accompagnent les personnes qui ont des troubles de santé mentale, c'est que la santé mentale est extrêmement fragile pour l'ensemble de la population aujourd'hui, et que finalement les proches aidants peuvent être de plus en plus nombreux, et donc aussi de plus en plus nombreux en situation de difficulté à pouvoir s'identifier comme aidant. Donc, il faut pouvoir contenir, soutenir aussi tous les membres de l'entourage. Voilà, j'ai fini la présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais laisser la place aux questions, aux remarques que vous pouvez avoir, et je vais enlever le partage d'écran. Voilà. Oui, alors, Madame Denise, juste un petit moment, je vais vous permettre d'enlever votre sourdine. Oui, Madame Denise, vous pouvez activer votre micro? Denise Gascon, je crois, est en train de se connecter. On va la laisser se connecter. Monsieur le Duc aussi, oui, je vous vois, Monsieur le Duc. Madame Gascon. Bon, alors allons avec Monsieur le Duc et puis on va revenir auprès de Madame Gascon. Merci beaucoup. J'ai bien aimé cette présentation-là, mais j'ai surtout remarqué une chose, que le proche aidant, très souvent, est quelqu'un qui a beaucoup
d'amour pour la personne qui est atteinte de maladie mentale, mais qu'elle cherche aussi beaucoup l'attention de quelqu'un d'autre. Elle souhaite pouvoir parler à des gens, elle souhaite pouvoir être écoutée par des gens. Je me demande dans quelle mesure est-ce que l'Association québécoise des personnes aidantes pour les gens atteints de maladies mentales pourrait pas offrir ce genre de, je pourrais appeler ça entre guillemets, là, de visite à domicile pour ces personnes-là. Faire en sorte que, au lieu que la personne proche aidante soit obligée de trouver quelqu'un, que le regroupement lui fournisse une oreille. J'ai aucune idée du moment, du temps requis, mais faire en sorte qu'on puisse, un peu comme on souhaite dans nos régions, moi j'habite la Gaspésie, on souhaite avoir la visite du médecin à domicile pour aider les gens qui en ont des besoins. Donc, l'association des proches aidants puisse fournir cette oreille-là aux proches aidants, parce qu'il y en aura de plus en plus, j'ai l'impression, dans notre société, à tout le moins dans les prochains 10 ans. Alors, c'est extrêmement pertinent, en tout cas, ce que vous expliquez, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de proches aidants. Après, il y a toute la difficulté de pouvoir s'identifier et puis de savoir en quoi consiste ce rôle de proche aidant, puis jusqu'où on va dans cette démarche. Je dirais qu'il y a toute une activité de sensibilisation qu'il faut vraiment qu'on puisse faire auprès des organismes qui accompagnent les personnes qui ont des troubles de santé mentale. Autrement dit, plus les professionnels qui accompagnent les usagers, les aider, plus les proches aidants auront aussi auront en tout cas la connaissance que ça existe et de pouvoir faire la démarche, que ça puisse se faire à domicile, comme vous le proposez, effectivement, ou que ce soit aussi une démarche à aller dans des locaux d'organismes communautaires ou même dans le réseau. Mais c'est tout ce travail, en tout cas, c'est dans un premier temps, en tout cas, les organismes qui accompagnent les usagers qui vont pouvoir orienter les proches aidants par la suite. Donc, c'est ce partenariat qu'il faut que tous les organismes tels que le nôtre puissent faire auprès de l'ensemble du réseau. Merci beaucoup. Alors, d'autres questionnements? Madame Gascon. Madame Gascon, je reviens vers vous. Si vous voulez activer votre micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'une autre personne souhaite intervenir? Bien, Céline, moi, j'aurais une question pour vous. En fait, comment faire pour établir nos propres limites alors qu'on a une relation très émotive et avec la personne atteinte de troubles de santé mentale? C'est parfois nos enfants, notre conjoint, notre sœur, notre frère. Comment on peut prendre ce recul-là et s'affirmer ainsi? Alors, je dirais que c'est toute la base de notre travail. Je trouve que déjà, dans un premier temps, le fait que le proche aidant fasse la démarche de soutien, c'est déjà énorme dans la capacité à pouvoir poser des limites. Il y a différentes manières, en tout cas, de pouvoir poser des limites, mais il faut déjà pouvoir identifier qu'est-ce qu'on est capable de faire, pouvoir identifier quelles sont les démarches que l'on pourrait déléguer, pour revenir un peu sur cette notion de fardeau, fardeau objectif, fardeau subjectif. Le fardeau objectif étant vraiment toutes les tâches à accomplir quand on est proche aidant, et le fardeau subjectif plutôt sur l'aspect émotionnel ou réactionnel. Déjà en travaillant un peu sur qu'est-ce que je peux déléguer ou qu'est-ce que je peux faire pour me décharger en termes de tâches. Ça peut aussi avoir un impact pour se décharger un peu du temps et puis pour avoir une vie sociale peut-être un petit peu plus développée ou au-delà de la vie sociale, avoir des activités personnelles, favoriser son bien-être en tout cas. Et de pouvoir après travailler sur l'aspect émotionnel.
évidemment, la culpabilité, la peur, la colère, ce sont des émotions qui ont besoin de se travailler, qui demandent un temps. C'est-à-dire que tout ne peut pas se faire d'un seul coup, ça se fait progressivement et ça demande un cheminement, d'où en tout cas le suivi qu'on peut proposer à l'ACPAM. C'est tout un parcours permettant aux proches aidants de pouvoir déjà s'identifier en tant que tel, ce qui est déjà énorme. Ça veut dire qu'on est capable aussi de pouvoir mieux comprendre un peu les enjeux et parfois de mieux identifier dans quelle mesure, en tant que proche aidant, je vais avoir telle émotion et ça va aussi avoir un impact sur la personne qui a un trouble de santé mentale. Donc, effectivement, jouer un peu sur le lien. Comme vous disiez, Patricia, c'est il y a des liens, des enjeux émotionnels extrêmement forts, particulièrement quand c'est au sein d'une même famille. Donc, il faut pouvoir finalement prendre un peu de recul et d'en parler avec une personne extérieure, c'est déjà beaucoup pour pouvoir ensuite arriver à mieux gérer la situation. Ça n'enlèvera pas le trouble de santé mentale, mais ça viendra favoriser en tout cas la relation. Très bien, merci. Madame Gascon? Bonjour. 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 La parole est à vous, on vous entend très bien. Ah, je viens juste de me brancher, j'avais de la difficulté. Oui, est-ce que vous aviez une question? Un commentaire? Je ne suis pas encore dans le sujet. D'accord. Alors, Céline, l'ACPAM est située à Montréal. Cependant, vous avez des collègues qui sont situés un peu partout au Québec, n'est-ce pas? Parce qu'ici, il y a des gens de partout au Québec, peut-être informés sur les services offerts en région. Alors, je ne connais pas tous les services en région. En revanche, effectivement, il y a, à l'ACPAM, nous intervenons principalement sur l'île de Montréal. Il peut y avoir des personnes qui n'habitent pas l'île, mais qui travaillent. Donc, pour eux, c'est plus facile de venir à l'ACPAM. Mais il y a beaucoup d'organismes qui travaillent par secteur. Il y a un organisme en Gaspésie donc, et sur tout le Québec. Pour pouvoir se renseigner auprès des associations québécoises de personnes qui ont un trouble de santé mentale. Donc, si on fait dans Google, Association québécoise, troubles de santé mentale, proche aidant, on devrait les trouver facilement. Oui. OK. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres interventions, donc c'était clair. J'en déduis. Donc, vous n'avez pas d'autres questions, interventions, personne? Alors, ben, on serait rendu à la fin. Céline, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous. Pour les membres du RPCU, l'enregistrement sera disponible dans la section membres. Et puis, on va vous la mettre à disposition, Céline aussi. OK. Ben, il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Merci. Merci Au revoir. beaucoup, Au revoir. Merci. Bonjour. à une prochaine. Oui. Bonjour. Merci. Bonne journée. Bonne journée.